Bon, je crois qu'on va redémarrer. Alors, je me présente, Gabriel Pont, je travaille au CNES Toulouse. J'avais l'accent comme ça avant de travailler à Toulouse. Et donc, je vais vous parler des participations françaises aux missions en cours et à venir sur Mars et ses lunes. Donc, vous avez ici une photo de Mars et des deux lunes, Phobos et Deimos. Et vous allez voir à la fin de la présentation pourquoi je vous parle des lunes. Donc je vais me limiter aux instruments qui sont présents sur les objets qui atterrissent sur Mars ou ses lunes. Je vais donc vous parler des instruments français à bord de MSL, d'InSight. Donc ça, c'est des instruments qui sont actuellement, des missions qui sont actuellement sur Mars et qui fonctionnent plutôt pas mal. Et puis je vais vous parler des missions à court ou moyen terme sur lesquelles on a des instruments également, ExoMars, Mars 20 et puis MMX. Donc le programme martien tel qu'on le voit aujourd'hui, et qui est surtout vu par la NASA, donc vous voyez un certain nombre d'objets qui ont atterri sur ou qui vont atterrir sur Mars. Vous avez eu ce matin, un peu plus tôt, des présentations très intéressantes sur les résultats Opportunity et Curiosity. Donc ces deux missions étaient un peu dans la filière suivi de l'eau et essayer de caractériser la planète Mars vis-à-vis de la présence d'eau. Ensuite, il y a des missions qui sont un peu plus destinées à l'exploration de l'habitabilité. Est-ce qu'il y a eu de la vie, est-ce qu'il y a encore de la vie sur Mars, etc. Et c'est ensuite suivi par la recherche de signes de vie. Et puis tout ça, il y a un objectif derrière qui est de mieux comprendre la planète Mars, mais aussi de préparer un jour l'exploration humaine de la planète. Donc je vais vous parler de Curiosity, d'InSight, et je vais vous parler également de Mars 2020, un petit peu d'ExoMars, parce que le principal a été fait un peu plus tôt. Vous voyez que 2020 est une super année martienne avec 3 atterrisseurs qui vont être lancés vers la planète Mars. Et puis je vais vous parler d'une mission qui est un peu plus lointaine qui s'appelle MMX, qui est une mission de la JAXA. Rapidement, là vous avez en grisé les missions qui ont échoué, en blanc les missions qui ont été des succès, et puis en bleu les missions à venir l'an prochain. Il manque la mission chinoise, je ne sais pas si on sait déjà la localiser. Donc vous voyez que la plupart sont assez localisés sur une région centrale ici. Il y a assez peu de missions qui ont atterri près du pôle, si ce n'est Phoenix et puis Mars Polar Lander. Voilà, donc on va attaquer par MSL. Donc sur MSL, on a 2 instruments avec participation française, qui sont ChemCam et SAM. Alors la mission MSL, c'est principalement le rover qui s'appelle Curiosity. Donc le principal objectif de Curiosity est d'inspecter une région particulière de Mars. Curiosity n'a pas une autonomie qui lui permet de balayer une si grande distance que ça, on va le voir par la suite. Le but, c'est de rechercher des traces de vie passées ou présentes. Donc il y a 3 thèmes qui sont abordés par Curiosity. Regardez si la vie un jour existait sur Mars. Essayer de mieux comprendre le climat, l'évolution du climat sur Mars et les processus également qui font que le climat est ce qu'il est aujourd'hui. Et puis déterminer l'évolution de la surface et voire de l'intérieur de la planète. Donc Curiosity est sur Mars depuis plus de 7 ans. Décollage en 2011, atterrissage à l'été 2012. Vous avez ici un joli selfie qui est une reconstitution qui est fait à partir de multiples photos qui sont prises par le rover lui-même. Ça, on en a parlé un peu plus tôt. Donc le cratère de Gale. Et puis voilà ce qu'on a fait en 7 ans. Donc là, je vous ai donné, j'ai pas mis le lien, mais
si vous allez voir sur le site du rover, vous avez en temps réel, enfin mis à jour chaque jour la distance parcourue par le rover ainsi que le dénivelé. Donc on en est aujourd'hui à 23 km et on a grimpé 440 mètres. Alors en 7 ans, ça peut paraître peu. Il y a deux principales raisons qui expliquent cette relativement faible distance. La première, c'est que à chaque fois que le rover est à un endroit, les scientifiques prennent leur temps pour analyser, pour programmer, pour faire des essais, pour reprogrammer s'il faut, etc., pour être sûr quand on est à un endroit de ne pas louper d'infos. Et puis il y a une deuxième contrainte, c'est que le rover il n'est pas autonome, on ne sait pas lui dire d'aller à un point très éloigné et en tout cas en dehors de ce que les caméras voient. Et donc on est très très prudent et on ne lui impose que des trajets relativement courts. Bon, voilà. Donc là c'est le classement des véhicules extraterrestres. Donc vous voyez que le record est détenu par Opportunity avec plus d'un marathon couvert. Mais bon, MSL a encore Curiosity de beaux jours devant lui. Donc les participations françaises, en fait, il y a deux instruments franco-américains qui s'appellent ChemCam et SuperCam. Donc Curiosity, vous le voyez là, 900 kg, c'est la taille et la masse d'une petite voiture, avec 75 kg d'instruments à son bord, c'est quand même pas mal. Un bras ici à l'avant du rover, muni d'outils de forage et de prélèvement, et puis un mât déployable ici avec une suite d'instruments, notamment des caméras, et puis l'instrument ChemCam dont on va parler tout de suite. Donc l'instrument SAM, Sample Analysis at Mars, donc c'est un instrument franco-américain. Côté français, en fait, c'est pas mal le LADMOS qui a bossé là-dessus. C'est un ensemble qui permet d'analyser à la fois les gaz et puis à la fois les matières qui sont récupérées par les instruments ici et la foreuse qui est au bout du bras. Et puis donc c'est co-développé, vous voyez, par des gens, par des Français et puis des Américains. Et puis on a ChemCam pour Chemistry Camera, qui lui est basé sur la spectroscopie, enfin la technique LIBS. Pour faire simple, vous aurez un film après, mais pour faire simple, le LIBS, c'est on tire sur une roche, par exemple, avec un faisceau laser de certaines caractéristiques, et puis au contact de la roche, le faisceau laser émet un plasma, et la lumière émise, les caractéristiques de la lumière émise par ce plasma permettent de remonter à la constitution de la roche. Alors, rien de tel qu'un film avec de belles explications pour vous décrire les deux instruments. Les deux instruments français permettant ces analyses, SAM et ChemCam, jouent un rôle essentiel à la mission MSL. SAM, ou Sample Analysis at Mars, analyse l'atmosphère et le sol martien. Pour cela, SAM utilise deux méthodes: la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse. Les échantillons de poudre de roche prélevés sont chauffés à 850 degrés dans un four à pyrolyse. De l'hélium est intégré pour permettre le transport des molécules vers un enchaînement d'opérations. Ces molécules sont d'abord piégées avant d'être envoyées ensemble dans les colonnes chromatographiques qui procèdent à leur séparation. Elles sont ensuite analysées par un spectromètre de masse, un instrument qui permet de les peser. Le temps de parcours des molécules dans les colonnes chromatographiques, couplé avec le spectromètre de masse, nous renseigne alors sur la composition chimique des échantillons. ChemCam ou Chemical Camera détermine la composition atomique de la roche et permet de connaître sa nature et celle des sols autour de Curiosity. Son laser peut viser au milieu d'une pièce de 1 centime et analyser une roche jusqu'à 7 mètres de distance. ChemCam utilise la technique d'analyse spectroscopique induite par ablation laser. Lorsque le laser tire sur une cible à distance, la sublimation du matériau, c'est-à-dire son passage de l'état solide à l'état gazeux, provoque l'apparition d'une lumière appelée plasma que l'on détecte à distance en spectroscopie UV visible et proche infrarouge. Grâce aux instruments embarqués à bord du rover Curiosity,
Nous avons déterminé que de la matière organique était présente dans les roches affleurantes dans le cratère Gale. C'est une véritable première scientifique démontrant que les conditions d'apparition de la vie telles que nous les envisageons ont existé de façon simultanée sur 2 planètes du système solaire. Voilà pour les explications sur SAM et ChemCam. Un petit bilan sur les opérations, en ce qui concerne les opérations de ces 2 instruments. Donc comme je vous le disais, tout d'abord, ces 2 instruments sont franco-américains. Et donc ont été développés à la fois par des équipes françaises et américaines, et du coup on partage les opérations. Et par exemple pour ChemCam, on mène les opérations depuis le CNES une semaine sur 2, et l'autre semaine les opérations sont menées depuis le laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis, parce que la France a fourni la partie optique de ChemCam, qui est montée en haut du mât, pendant que le LANEL a fourni la partie électronique, le boîtier électronique qui lui est dans le rover. Et de la même façon avec le Goddard Space Flight Center, qui est un des centres de la NASA aux États-Unis, on partage les activités sur SAM sur un autre rythme. On fait depuis le CNES les opérations une semaine sur 4. Donc on en est à 2600 sols. Le sol, c'est le jour martien, c'est un peu plus de 24 heures. Et on est à plus de 700 000 tirs laser. On mène des téléopérations avec le JPL, c'est-à-dire au CNES, on définit le plan d'opération qui concerne l'instrument ChemCam. On envoie ce plan d'opération au JPL. Le JPL merge tous les plans d'opération des autres instruments et puis du rover lui-même également, et envoie les télécommandes au rover. Et de la même façon, pour les télémesures, elles passent par le JPL et nous sont distribuées par la suite. Alors évidemment, on est tributaire du JPL. Les opérations, toute la séquence de réunions et de remontées d'informations, etc., qui mènent au plan d'opération se passe aux heures californiennes, et du coup, on est obligé de travailler plus ou moins de nuit quand on fait les opérations depuis Toulouse. Donc le principe d'opération, donc vous avez MSL sur Mars. Pendant le sol N, il fait les choses qu'on lui a demandé de faire. Il envoie les données à un certain nombre de satellites relais qui sont en orbite autour de Mars. Ces données, elles sont reçues par le Deep Space Network sur Terre. Elles arrivent au JPL et puis sont distribuées dans les différentes équipes. On a à la fois des ingénieurs et des scientifiques qui valident ces données et qui vérifient que ces données sont satisfaisantes, que que l'instrument est en bon état. Et en fonction de ça, on établit le plan d'action pour le sol N+1. Et donc on envoie les plans d'opération au JPL qui lui les renvoie via les antennes et puis les satellites relais au rover. Alors un petit exemple de ce qu'on est capable de faire, on appelle ça du pointage fin. Donc ça c'est un trou qui a été foré, qui fait à peu près 1 cm de diamètre et qui est placé à 3 mètres du rover. Et nous avec ChemCam on est capable de faire ces tout petits trous ici là. Donc vous avez toute une lignée de petits trous. Donc ça c'est encore une fois, c'est à 3 mètres de distance dans un trou qui fait 1 cm de diamètre. Et là, qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet de déterminer la composition du sol en fonction de la profondeur sur une certaine profondeur, et notamment d'identifier, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais il y a un certain nombre de strates ici qui ont des compositions différentes. Et donc ça, c'est un complément vachement intéressant par rapport aux mesures in situ et aux mesures qui sont faites sur les prélèvements. Bon, je vais passer sur les résultats. Vous avez eu tout à l'heure une bien meilleure présentation que ce que je pourrais vous faire. Et donc je vais passer à InSight. Donc la mission InSight, dont vous avez dû entendre parler, qui atterrit sur Mars en novembre 2018. Son but, c'est de comprendre de façon générale la formation et l'évolution des planètes telluriques à travers l'étude de la structure et des processus internes de la planète Mars.
Donc pour ça, on s'appuie sur 3 différents types de mesures. La sismologie, qui va mesurer les mouvements de la surface de Mars, et dont je vais vous parler plus en détail tout à l'heure. L'orbitographie précise. Donc là, c'est en mesurant les mouvements de la planète, on essaie de déterminer, enfin de participer à la détermination de sa structure interne et de sa composition interne. En gros, quand vous avez un œuf, si vous voulez savoir s'il est dur, vous le faites tourner, vous regardez comment il tourne, et vous saurez s'il est dur ou s'il est pas dur. Là, on fait un peu la même chose, pour faire simple, avec Mars. Et puis, on détermine également le flux de chaleur, donc ce qui remonte jusqu'à la surface depuis l'intérieur de la planète. Là, vous avez la configuration déployée de l'atterrisseur. C'est à peu près 6 mètres d'un bout à l'autre des générateurs solaires, 300 kg. Donc c'est générateur solaire. Vous avez un certain nombre d'instruments dessus. Et vous avez un bras ici, motorisé, qui permet de déployer 2 instruments. Il y en a un qui s'appelle HP Cube, qui a été fourni par le DLR et qui est censé forer jusqu'à plusieurs mètres de profondeur afin de mesurer le flux de chaleur qui remonte de l'intérieur de la planète. Pour ceux qui suivent l'information, la top, comme on l'appelle, a un peu de mal à descendre. Et pour l'instant, elle est bloquée à une trentaine de centimètres sous la surface. Et puis le deuxième instrument qui est déployé, c'est l'instrument SEIS, qui est le sismomètre, dont je vais vous parler plus en détail. Rapidement, un sismomètre, c'est un peu, c'est un fonctionnement un peu similaire à une échographie. Hein. On génère un signal quelque part, et puis on le mesure à un autre endroit, et on regarde les ondes qui ont été générées à un certain endroit, comment elles se sont propagées, et on regarde leurs caractéristiques à l'arrivée. Donc ici, vous avez un séisme, par exemple, qui est généré à cet endroit. Ce séisme, il va générer des ondes de surface qui vont se déplacer à la surface de la planète. Il va générer également des ondes de différents types qui vont se propager à l'intérieur de la planète. Et en fonction de l'heure d'arrivée de ces ondes et de leurs caractéristiques, les scientifiques vont pouvoir déterminer pas mal de paramètres comme l'épaisseur de la croûte, la taille du noyau, est-ce que le noyau est liquide solide, le manteau, les caractéristiques du manteau, etc. Voilà, donc comment on a fait ça sur SEIS? Alors on s'est réunis avec un certain nombre de partenaires pour essayer de construire l'instrument le plus précis possible. Donc vous avez, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous avez au cœur de l'instrument un ensemble de 3 sismomètres très très sensibles qui sont appelés VBB, pour Very Broadband, qui ont été construits par l'IPGP et la société Southern en région parisienne, et sur lequel on travaille avec le support du CNES depuis un certain nombre d'années. Et ces VBB là, qui sont le cœur de l'instrument, eh bien, il faut les installer sur Mars. Donc, tout d'abord, on essaie afin qu'ils fonctionnent bien. Il marche plus le micro aussi. Bon. Ça change. Il faut les niveler le plus possible. C'est-à-dire, il faut que le plateau sur lequel ils reposent, il soit le plus horizontal possible. Donc, nos amis allemands de MPS nous ont fourni un système de nivellement qui est, pour faire simple, un système de 3 pieds motorisé qui nous permet de niveler le sismomètre jusqu'à des pentes de 15 degrés. Donc, on peut déposer ce sismomètre sur des pentes jusqu'à 15 degrés. Il y a un certain nombre il y a un ensemble de 3 sismomètres qui ont été fournis par les Anglais de l'Imperial College et de l'Université d'Oxford ici, qui sont disposés autour du cœur ici de l'instrument. Et ces sismomètres, ils sont complémentaires en termes de bande de fréquence des sismomètres qui sont les VBB qui sont à l'intérieur de l'instrument ici. Et puis ici vous avez le câble qu'on appelle le taser qui relie le capteur ici au boîtier électronique qui lui reste dans l'enceinte thermique
de l'atterrisseur, et lequel boîtier électronique a été fabriqué par ETH en Suisse. Et puis enfin, ce sismomètre, il faut l'isoler le plus possible, à la fois des variations excessives de température et puis du vent. Donc le JPL nous a fourni une première couche d'isolation ici, qui est de l'isolation multicouche, un peu style couverture de survie, ou MLI pour les spécialistes, donc qui, elle, a une fonction d'isolation principalement thermique, et qui isole aussi pas mal de la poussière. Et puis on a une deuxième couche d'isolation qui, elle, est déployée dans un deuxième temps et qui s'appelle le bouclier thermique et éolien, ou WTS en anglais pour Wind and Thermal Shield, qui a été fourni par le JPL également. Et donc il est déployé en deuxième partie, parce qu'en fait il ne faut pas qu'il touche l'instrument pour qu'il assure une isolation la plus efficace possible vis-à-vis du vent. Donc rapidement, cet instrument, donc, il a été intégré et testé au CNES Toulouse. Vous avez ici une image de l'intégration du cœur de l'instrument. Et moi, ce qui m'a épaté, parce que je n'étais pas du tout, et je suis toujours pas sismologue, c'est que du cœur de Toulouse, on était capable, par exemple, de mesurer la marée océanique. Alors qu'on n'est pas dans une cave, on est juste dans une salle blanche, plus ou moins au cœur de Toulouse. Alors évidemment, la nuit, on fait des mesures de nuit, on coupe la lumière, on coupe la clim, etc. pour essayer d'être le plus calme possible. On évite de claquer les portes. Mais néanmoins, je sais pas, c'est quelque chose d'impressionnant. Et on est également capable, avec l'instrument SACE, de mesurer des événements sismiques qui se passent de l'autre côté de la planète. L'instrument, on l'a ensuite amené à Denver chez Lockheed Martin, qui était responsable de l'intégration de la plateforme et de l'atterrisseur InSight ici. Donc on a fait un certain nombre de tests chez Lockheed Martin. On a fait des tests de déploiement que je trouve pas voilà, ici. On a fait des tests de performance, on a fait des tests thermiques, acoustiques, etc. Vous avez ici un exemple d'un test de déploiement. Donc vous avez le bras ici qui est en train de déployer l'instrument SACE. Alors comme le bras était dimensionné pour fonctionner sous gravité martienne, qui est le tiers à peu près de la gravité terrestre, on utilise un ballon gonflé d'hélium ici pour soulager le bras. Et puis on est habillé de cette façon afin d'essayer de contaminer le moins possible tout le matériel qui va partir sur Mars, pour essayer de contaminer le moins possible la planète. Alors on a des cagoules de couleurs différentes ici pour la petite histoire. Il y a pour distinguer les chefs d'équipe, les qualiticiens et les non-américains. Donc ça c'est un non-américain. Pour pas qu'on aille dans des recoins de la salle blanche où on n'aurait pas le droit d'aller. Voilà, donc fin novembre l'an dernier, atterrissage sur Mars. On a eu cette première image qui est la toute première qui nous provenait d'InSight quelques minutes après l'atterrissage, et ça c'est grâce à deux nanosatellites qui s'appellent Marco, enfin qui s'appelaient Marco, qui étaient des démonstrateurs de nanosatellites en mission interplanétaire, que le JPL nous avait toujours dit que c'était uniquement des démonstrateurs, qu'il fallait pas compter dessus, que c'était pas sûr que ça marche, etc. Ça a très bien marché, et c'est grâce à eux qu'on n'a pas eu à attendre des heures avant d'avoir cette première image. Alors elle est un peu sale parce qu'en fait devant les deux caméras d'InSight, il y avait des caches pour éviter que la poussière vienne contaminer la caméra. Donc ces caches ont été ouverts quelques heures plus tard. La séquence de déploiement, donc on a atterri 26 novembre 2018. On a fait un certain nombre de mesures avec l'instrument sur l'atterrisseur, et on a attendu 22 jours. C'est long, hein, les opérations martiennes, c'est long. Avant que la NASA avant que le JPL envoie les télécommandes au Mars au bras afin de nous déployer sur la surface de Mars. Donc ça s'est passé Sol 22, et pour nous c'était vraiment la fin de la phase d'atterrissage, hein, parce que jusque-là on n'avait pas complètement atterri. Voilà. Donc ensuite,
sol 30, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fallu qu'on nivelle notre engin afin qu'il soit le plus horizontal possible. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé le sol 30. Et vous voyez que si on laisse l'instrument dans un tel état, en fait, on a le taser ici, qui est le câble, qui est relativement tendu, et qui, avec les variations de température journalières sur Mars, peut induire des effets thermoélastiques assez gênants. Et donc on a prévu le coup avant de partir, on a mis une réserve de câbles dans une boîte qui est située ici sur l'atterrisseur. Et cette boîte, on l'a ouverte le sol 37. Et donc vous voyez le supplément de câble ici qui tombe au sol. Et donc là on a depuis un câble qui est posé sur le sol, qui évidemment est soumis à des dilatations thermoélastiques parce qu'il n'est pas protégé, mais qui quand même est beaucoup moins contraint qu'avant qu'on ouvre la fameuse boîte. Ça, je vais vous passer les détails et je vais aller directement à la dernière séquence, à la dernière activité de toute la séquence de déploiement qui s'est passée sol 66. Donc c'est le jour où le bras a déployé le bouclier thermique et éolien par-dessus SACE. Et là, c'était vraiment la fin de notre séquence de déploiement, donc c'était assez long, hein, 66 jours en gros. Et on a pu passer à la vraie recette de l'instrument dans sa configuration finale. Alors pourquoi on s'est embêté à faire toute cette séquence de déploiement? C'est expliqué sur ce slide où en général je perds des gens. Alors, je vais essayer de faire mieux. Donc là, en gros, vous avez une ligne par sol, d'accord? Donc ça, c'est le sol 0, ça, c'est le sol 4, etc. Et en abscisse, ici, vous avez les heures sur Mars. En gros, ici, vous avez minuit et ici, minuit. Hein, par là, vous avez midi. Donc vous voyez déjà que vous avez toute une période où on n'allumait pas 24 heures sur 24 ici. On éteignait aux périodes où l'instrument était le plus froid. Et puis les niveaux de couleur sur chaque ligne, ça représente le niveau de bruit vu par l'instrument. Plus on est rouge, plus l'instrument voit de bruit, plus on est bleu, moins l'instrument voit de bruit. Et nous, un sismomètre, ce qu'on veut, c'est qu'il voit le moins de bruit possible, qu'il soit le moins pollué possible. Et vous voyez qu'à chaque étape du déploiement, on gagne un niveau de bruit. Donc là, ici, on est sur l'atterrisseur, on déploie notre instrument sur le sol, hop, on passe du rouge au orange vert ici. Ici, on a fait une autre activité dont je n'ai pas le temps de vous parler, je vous ai pas parlé dans la séquence de déploiement, qui nous a fait gagner encore un peu de bruit, surtout à certaines périodes de la journée. Et puis ici, quand on a fait la séquence finale de déploiement du bouclier thermique et éolien, on a vachement gagné en niveau de bruit. Et on a gagné également en isolation thermique, ce qui fait qu'on était autorisé, de par la qualification de notre instrument, à être allumé 24 heures sur 24. Donc vous avez ici des lignes complètes. Ici vous avez un petit peu de vert. Ici en fait c'est le premier essai de forage de HP Cube ici. Voilà, donc HP Cube c'est un voisin qui est bruyant hein, quand il fore, mais finalement c'est bien parce que ça nous permet de faire des mesures qu'on sait caler dans le temps et qui permettent également de caractériser le sol très proche. Voilà, alors là, je vais vous parler juste d'un exemple de séisme qui est un des premiers séismes importants qu'on a détecté. Alors, les deux graphes du haut, vous avez ce qui a été mesuré par les capteurs courte période fournis par les Anglais, et puis en bas les signaux captés par les VBB, les sismomètres au cœur de l'instrument. Donc c'est plus ou moins la même chose. Vous avez ici la fréquence et puis vous avez le temps ici qui va défiler. Et vous avez en fait le niveau de couleur, hein, c'est le niveau d'accélération qui est vu par l'instrument. Donc plus c'est rouge, plus l'accélération est forte, sans que ça soit des niveaux très élevés. Et en fait, on a eu du bol là parce que vous allez voir, je vais vous faire défiler la vidéo après. Vous allez voir qu'ici on a mesuré un séisme et juste après il y a eu un mouvement du bras. Et donc, évidemment, le sismomètre, il mesure les mouvements du bras très très bien. Et on a eu du bol que les deux événements soient dissociés dans le temps. Et
Et donc pour que les signaux soient audibles, on a pas mal accéléré. Alors je me souviens plus exactement par combien on a accéléré le son. Et je vais essayer de vous faire écouter ça. Bon, je suis désolé, c'est pas très fort, mais c'est une façon différente de la façon graphique de représenter un événement comme ça. Bon, j'ai oublié de mettre l'unité ici, c'est des mètres. Hein. Donc là, sur cet événement-là, voilà ce qu'on a mesuré comme déplacement au niveau du sol. Voilà, donc quelques explications sur ce qu'on a mesuré en termes de caractéristiques, et puis un séisme comme ça, tel que celui que je viens de vous montrer, en fait, il permet d'accéder à une certaine profondeur sous la surface, mais néanmoins, il n'est pas suffisamment fort pour qu'on caractérise l'ensemble de la planète, et donc ce que les scientifiques savent tirer d'un tel séisme, c'est que finalement les 5 premiers kilomètres sous la surface ressemblent beaucoup à ceux de la Lune, avec la présence, évidemment, ça on le savait par les observations de nombreux cratères qui induisent de nombreux rebonds des ondes sismiques, et donc un signal de longue durée. Et puis les sismologues savent aussi, dans un signal comme ça, retirer ce style d'information que les couches supérieures sont sèches. Donc on a un certain nombre, je ne peux pas entrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de résultats qui sont ou qui vont sortir dans les prochaines semaines. Les résultats sont très très bons. Donc à ce jour, on a identifié, enfin les scientifiques ont identifié 300 séismes environ. Il y en a tous les jours. On n'a toujours pas des séismes suffisamment puissants pour avoir accès au cœur de Mars, des séismes qui traverseraient le cœur de la planète ici avec InSight de l'autre côté et puis la génération de séismes ici. Donc ça, on n'en a pas. On devrait en avoir 2 ou 3 par an selon les modèles. On verra bien ce qu'il advient. Je vais passer rapidement à ExoMars parce que vous avez eu une présentation exhaustive tout à l'heure. Donc là, vous avez déjà eu une liste des instruments du rover. Donc vous voyez que le côté français, on participe à un certain nombre d'instruments. Donc comment le CNES est impliqué dans ExoMars? Donc le CNES est déjà impliqué au travers de l'ESA, diverses instances de l'ESA. Parce que l'ESA c'est le rassemblement d'agences de divers pays qui toutes ont leur mot à dire. Donc nous on a notre représentant sur le programme ExoMars, mais on aide aussi un certain nombre de laboratoires à fournir des instruments ou à fonctionner tout simplement. Et donc on a 2 instruments sur lesquels on a des PI. Donc un PI, c'est le scientifique principal qui est en gros le chef de l'équipe des scientifiques impliqués sur un instrument. Et puis on a un certain nombre de COI. Alors COI, c'est co-investigators, c'est des gens, des scientifiques qui sont impliqués assez fortement également dans l'instrument, à la fois dans les opérations et puis dans l'analyse des résultats. Bon, ça vous l'avez déjà vu, donc je vais passer rapidement. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez un mât avec un certain nombre d'instruments en haut du mât, un peu comme sur un MSL par exemple. Et puis donc les scientifiques français sont impliqués ici, vous le voyez sur le microscope CLUPI.
On a une grosse une participation importante également sur le radar à pénétration de sol. Hein. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un radar qui va permettre de sonder le sol en dessous du rover et notamment d'identifier la présence ou pas de couches d'eau glacée. Et puis vous avez le laboratoire analytique qui en fait qui lui est à l'intérieur du rover ici et qui lui rassemble un certain nombre d'instruments. Donc là c'est toute une suite, c'est comme un mini laboratoire embarqué sur le rover qui permet d'analyser des échantillons prélevés dans l'atmosphère comme dans le sol, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc on a des participations françaises plus ou moins importantes sur les trois instruments que sont Microméga, MoMA ou RLS. Faut que j'accélère un peu. Donc Mars 2020. Donc Mars 2020. Objectif de la mission. Quatre objectifs principaux. Toujours dans la continuité des missions précédentes, exploration géologique, recherche des conditions favorables à l'habitabilité de la planète et recherche d'éventuelles biosignatures. Et puis c'est la première mission de Mars Sample Return. Donc c'est un programme à moyen terme, je dirais, qui est destiné à ramener des échantillons de Mars. Donc le rover de Mars 2020, qui a pas encore de nom, hein, il y aura un joli petit nom en février, va procéder à la récupération, enfin à la fabrication d'échantillons martiens, va mettre ces échantillons de sol dans des containers qui seront récupérés par une mission future dans quelques années. Et puis il y a un quatrième objectif qui est la préparation pour l'exploration humaine, avec notamment des démonstrations, enfin une tentative de démonstration in situ de la conversion de CO2 en oxygène, notamment. Alors la mission Mars 2020, rapidement, elle est très semblable en termes de lancement, atterrissage et puis même du rover à la mission MSL. Hein. Toujours avec un atterrissage spectaculaire ici. Il y a une grue sous rétrofusée. Le site d'atterrissage, on vous en a parlé un peu plus tôt ce soir, cratère G0, donc un ancien lac certainement avec un certain nombre de deltas de rivières donc qui arrivent là-dedans et puis une richesse géologique qu'on espère élevée. Et ce coup-ci, côté français, on participe à un seul instrument, qui est l'instrument SuperCam. Donc, comme sur CamCam, vous avez l'instrument, la partie optique qui est ici en haut du mât, et puis la partie électronique qui est ici dans le corps du rover. Alors, quelles sont les différences par rapport à CamCam? Donc, comme CamCam, on va faire du LIBS, c'est-à-dire tirer un laser sur une roche et regarder et analyser la lumière, analyser les caractéristiques de la lumière pour déterminer les caractéristiques de la roche. On va faire de l'imagerie de la même façon que sur MSL, mais de l'imagerie améliorée. Et puis on a ajouté un certain nombre de fonctionnalités. On va être capable de faire de la spectroscopie à la fois dans le visible et dans l'infrarouge, de faire de la spectroscopie Raman. Donc ces trois techniques là sont très complémentaires et vont permettre d'accéder à d'autres domaines que CamCam. Et puis il y a également un micro ici qui a été rajouté et qui va permettre lui aussi de fournir des informations complémentaires par rapport aux mesures qui sont un peu plus classiques ici. Alors je vous ai parlé de ce qu'il y a en haut du mât et dans
dans le corps du rover. Et j'oublie toujours de parler du troisième sous-ensemble de Supercam. Donc c'est un ensemble de cibles de calibration qui sont ici placées quelque part à l'arrière du rover. Ces cibles de calibration, elles sont fournies par des collègues espagnols, et donc il y a un certain nombre de cibles ici qui sont constituées de matériaux dont on connaît très bien les caractéristiques et qui ont été caractérisés au sol. Et donc régulièrement, le laser va aller taper sur ces cibles pour calibrer l'instrument. Donc vous avez ici une vue fonctionnelle de la partie qui est en haut du mât, de la partie qui reste dans le cœur du rover. Et outre un lien électrique entre les deux parties, vous avez aussi également, ça se voit pas très bien, mais il y a une fibre optique en fait qui relie les deux parties de l'instrument, parce que toutes les analyses de spectre sont faites ici en fait dans le cœur de l'instrument, dans le body unit. Donc ça c'est quelque chose qui était assez délicat, et notamment en termes d'intégration, parce que la fibre optique c'est bien plus fragile que du fil. Où est-ce qu'on en est sur Supercam? Tout a été livré en 2019. Intégration complète dans le rover, elle a été effectuée le 3 juillet 2019. Supercam fonctionne parfaitement. Et on a notamment vu ça lors des essais qu'on appelle les essais ATLO, là, Assembly Test and Launch Operations. En gros, c'est toute la séquence d'intégration du rover qui va jusqu'au lancement. On a ici un exemple de mise en configuration lors du test thermique qui est fait dans une chambre à vide thermique. Là, le technicien il est en train de mesurer le flux solaire en fait qui est émis par les simulateurs solaires là, qui sont implantés dans cette chambre. Et on est toujours sur un lancement en juillet 2020 pour un atterrissage en février 2021. 5 minutes. Donc j'aurais voulu parler de l'hélico parce qu'il y a eu une question là-dessus tout à l'heure. Je vais passer à la dernière partie de ma présentation, MMX. Donc MMX, je sais pas traduire ça, hein, mais j'ai trouvé assez sympa la slide. Ça s'inscrit dans la stratégie japonaise d'étude des petits corps. En gros, l'étude des petits corps, c'est très complémentaire à l'étude des planètes, hein, parce que l'étude de ces petits corps peut nous permettre de comprendre des choses qu'on ne comprend pas en étudiant simplement les planètes. La liste est longue, mais notamment les phénomènes de transport de matière dans l'eau à travers le système solaire. C'est en étudiant les petits corps qu'on saura les expliquer. Donc il y a une mission de la JAXA qui s'est montée, qui s'appelle MMX pour Mars Moons Exploration. Donc le but c'est d'explorer les 2 lunes de Mars, donc Phobos, Deimos, et notamment un retour d'échantillons de Phobos. La question principale à laquelle doit répondre cette mission, c'est expliquer l'origine des lunes de Mars. Est-ce que c'est une collision comme représenté ici? Est-ce que c'est une capture d'astéroïdes? Est-ce que c'est une coformation? On ne sait pas très bien, il y a des pour et des contre dans chaque explication, et la mission MMX doit répondre et doit nous permettre de trancher. Lancement 2024, retour des échantillons sur Terre en 2029. J'accélère, je suis désolé. Qu'est-ce qui est la fourniture de la France? Donc on fournit un instrument qui restera à bord de l'orbiteur. On apporte notre expertise en termes de dynamique du vol à la JAXA. On accompagne les scientifiques. On accompagne les scientifiques français dans leur mission sur cette belle mission. Et puis on développe un rover en collaboration avec le DLR. Donc je vais passer directement au rover. 3 objectifs de ce rover: diminuer les risques pour la mission MMX. Donc c'est une mission de ressources d'échantillons. Donc la mission MMX va s'approcher de Phobos pour prélever des échantillons. Le rover va être envoyé en avance de phase et va mesurer les caractéristiques à l'endroit où il va rentrer en contact avec Phobos. Donc on peut dire que le rover est un éclaireur qui va dérisquer la mission. On va
a démontré la capacité d'un rover de rouler en milligravité. Le niveau de gravité sur Phobos, on parle de milli-G. Et puis également, on va démontrer l'utilisation de composants de nanosatellites sur des missions interplanétaires, ce qu'a déjà fait la NASA, mais ce que nous, on n'a pas encore fait. Donc c'est un démonstrateur. Mais aussi sur ce rover, il y a un certain nombre d'instruments scientifiques, et donc on fait de l'exploration également avec ce rover. Donc je vais quasiment conclure. La taille du rover, c'est une grosse boîte à chaussures, hein, une trentaine de kilos. Une fois, donc il est largué de la sonde MMX dans cette configuration. Il n'a pas besoin de bouclier thermique. Les parachutes, ça servirait à rien parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et donc la gravité est relativement faible, donc il doit pouvoir supporter un atterrissage et un choc à l'atterrissage sur Phobos. Une fois déployé, il a cette configuration-ci. Il a perdu 4 kg parce que dans les 29 kg, on compte l'interface de séparation avec l'orbiteur qui est de fourniture franco-allemande également. Voilà, donc là c'est en gros le découpage entre CNES et DLR. Le CNES, on fournit tout le service module qui est tout l'intérieur du rover, les générateurs solaires et puis les caméras qui sont les caméras de navigation ici et une caméra qui regarde les roues du rover. Le DLR fournit tout le reste. Et comme sur MSL et Mars 20, on va effectuer les opérations en alternance depuis le CNES et depuis le DLR. Et pour conclure, j'ai une petite animation qui montre l'atterrissage du rover sur Phobos et puis les premières activités qui seront le déploiement du rover. Donc le rover, il va atterrir pas forcément sur la bonne face ici. On va faire des premières activités qui vont être destinées à mettre le rover sur ses roues du bon côté. Et puis on va déployer les générateurs solaires ici. Alors ça c'est un vieux modèle CAO, hein, des générateurs solaires. On s'est rendu compte qu'il nous en fallait également sur cette face ici. Donc il y a cette différence. Et puis il manque également sur cette simulation des mécanismes qui nous permettent de redresser le rover s'il atterrit sur un des deux côtés où sont stockées les roues ici. Donc il y a un mécanisme supplémentaire qui va être implanté. Et de cette façon, on sait relever le rover, quelle que soit la face sur laquelle il a atterri. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, mais pas trop, c'est mon anniversaire, alors pas des trop durs. Alors, ouais. Donc il y a pas mal de missions à base de nanosat qui sont développées, hein, et qui sont lancées. Il y en a une demain. Il y a une mission de demain qui part avec 2 nanosats. Je sais pas si vous avez suivi ou regarderez. Vous allez sur knes.fr. Voilà. Donc toutes ne sont pas des succès. Il faut pas tomber dans l'excès de dire c'est un nanosat, donc on va le faire vite fait sur un coin de table, c'est pas cher, ça va tout faire. Ça peut pas tout faire déjà parce que de par la physique des choses, hein, ça peut pas remplacer un gros rover ou un gros satellite. Par contre, c'est un super complément. On l'a vu sur InSight. C'était qu'un démonstrateur et pourtant ça a été vraiment, ça a bien marché et ça a été vraiment des relais efficaces des données dans les premières heures qui ont suivi l'atterrissage. On a vu la photo là, mais ça a aussi relayé les autres données. Mais on voit clairement une bascule avec de plus en plus de projets à base de nanosat. Alors pour ce qui est interplanétaire, c'est souvent des compléments de mission.
Par exemple, il y a des projets de missions d'observation ou de contact avec des astéroïdes où nos satellites vont être utilisés pour voir ce qui se passe de près, sous un angle de vue différent, etc. Oui. Alors, eh ben, il est embarqué, hein, il va être embarqué sur Mars 20. Alors, c'est un peu comme Marco, c'est un démonstrateur, c'est-à-dire que le JPL se tue à nous dire que c'est un démonstrateur qui va peut-être pas marcher, certainement pas marcher, et au final, il va super bien marcher, je suis sûr. Mais il est pas, là sur la mission, sur les opérations, pour l'instant, il est vraiment considéré comme un démonstrateur. Donc c'est vraiment la démonstration de la capacité de voler, de prendre des images, de les transmettre au rover. Il sera peut-être utilisé comme éclaireur, c'est-à-dire aider le rover à définir sa route. Mais ça, il faudra voir dans les faits si c'est ça ou pas. Mais il est qualifié, il est intégré sur le rover aujourd'hui, donc il va partir avec. D'autres questions? Bon, mais merci.